suis ravie déjà et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Donc, tout à l'heure, Lise m'a présenté, en effet, je travaille dans le Co-Design Lab, qui est en fait une équipe de chercheurs en sciences, une équipe de chercheurs en sciences sociales qui travaille dans une école d'ingénieurs, l'école de Télécom Paris Tech, une école nationale de télécommunications à Paris. Et cette équipe, comme tu disais tout à l'heure, en fait, elle a la volonté de travailler sur des questions d'invention, de création, d'innovation. La spécificité un peu du travail de cette équipe, c'est... Pardon, vous m'avez entendu quand même? C'est en fait de développer une démarche qui propose vraiment une rencontre entre sciences de l'information et de la communication, sociologie des sciences, mais aussi sciences de l'ingénieur et design, pour essayer de réfléchir justement aux modalités de la convergence dans la conception des outils, des nouveaux outils, des outils de la technologie, de l'information et de la communication. Donc, je vais essayer de faire un peu le bilan de cette journée, de rendre compte en fait de différents questionnements et des enjeux qui ont été soulevés depuis ce matin, et il y en a beaucoup, en croisant en fait un peu ces questions avec celles que j'ai pu mener au cours de mes recherches à moi. Il y a Baudouin-Jourdan, qui est un chercheur en sciences de l'information et de la communication, justement, a une très jolie définition de la vulgarisation. Il dit que finalement la vulgarisation, c'est la science s'offre un espace à elle-même en vulgarisant, qui est un espèce de mise en scène de la science, et elle s'offre un espace de réflexivité. Finalement, c'est les chercheurs qui sont les premiers bénéficiaires de la vulgarisation. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un peu cet espace-là de réflexivité sur ce qu'on a pu se dire depuis ce matin pour essayer de se prendre un temps de pause et un temps un peu réflexif. Alors, les enjeux de cette rencontre, j'ai mis rencontre entre justement en italique parce que c'est notre rencontre aujourd'hui, mais c'est aussi la rencontre, le titre de cette journée, c'était dispositifs numériques au sein des lieux d'exposition de la culture scientifique et technique. Et au sein, moi au départ, je me suis dit, c'est bien, on est bien dans un questionnement autour de la rencontre entre deux objets, des dispositifs et des lieux. Alors des dispositifs qui sont conçus ou pas à l'avance dans l'anticipation de cette rencontre, et puis des lieux spécifiques qui sont ces fameux centres de sciences et techniques ou ces musées. On a parlé tout à l'heure de musées légaux, de musées ouverts, on parle beaucoup on essaye de donner, plusieurs fois on a dit aujourd'hui que c'était difficile de définir ces espaces, et puis on veut à chaque fois qu'ils s'ouvrent absolument. Et donc moi je pense que voilà, pour revenir un peu à une définition peut-être sur laquelle on peut se mettre d'accord aujourd'hui, ces lieux de culture scientifique et technique, c'est des lieux de pratique sociale, de visite, mais aussi de formation, de conservation, et c'est des lieux historiques, c'est des lieux historiques d'un certain rapport à la science, à la technique et au savoir. Alors, ce qui est aussi intéressant du coup dans cette question, c'est que justement Ludovic tout à l'heure disait que le principe du numérique, tel que dans de nombreuses expérimentations qui ont été présentées, c'est de proposer des choses à l'extérieur de ces lieux. C'est-à-dire précisément on sort de ces lieux et on va proposer des choses hors de ces lieux. Et ce qui fait ce qui fait la spécificité des propositions, c'est de sortir du lieu. Alors la question qu'on s'est posé un peu, qui ressort un petit peu de toutes les interventions d'aujourd'hui, c'est quelle est la nature de cette rencontre? Est-ce que c'est une intégration? Est-ce qu'il y a de la surenchère quand on qualifie les dispositifs d'innovants? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'anticiper cette rencontre et de la qualifier? On a parlé de bouleversement. Tout à l'heure, Nathalie Condito disait que ça faisait se poser des questions d'autorité, de légitimité. Donc, quelle est la nature en fait de cette rencontre entre des dispositifs et des lieux? Chacun de ces deux objets, dispositifs et lieux, engageant des pratiques particulières, des acteurs particuliers, des compétences particulières, et on en a parlé tout au long de la journée finalement, en disant est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas ce problème de cette culture numérique à partager, cette culture des pratiques qui n'est peut-être pas forcément encore complètement partagée. Deux grands axes, un peu bêtement, qui ont été abordés au cours de cette journée, je dis bêtement parce que ça reprend un peu la dichotomie de la journée. Un premier qui est autour de la conception et des modalités de l'insertion de ces dispositifs dans ces lieux. Donc là, ces stratégies d'acteurs, les objectifs des institutions qui ont été défendus par les différentes personnes qui sont intervenues à partir de leurs institutions spécifiques. Et puis un deuxième axe autour des usages, de la réception de ces dispositifs numériques, dans le cadre évidemment toujours d'une réflexion sur les formes de médiation au savoir, scientifique mais au savoir tout court. Avant de parler de ces deux axes, moi je vous propose quelque chose sur lequel on pourra largement discuter, parce que je n'ai absolument pas vocation à vous proposer une terminologie
fixé, mais je me dis que c'est intéressant. Il y a beaucoup de mots aujourd'hui qui ont été prononcés, qui ont été discutés, qui ont été parfois peut-être pas discutés forcément. Et j'aimerais bien voilà, peut-être vous proposer temporairement pas des définitions, mais ce que moi j'ai entendu de ce que ces termes signifiaient pour vous, puis on peut en discuter tout à l'heure. Parler de dispositifs numériques, je pense que ce qui est ressorti, c'est qu'on parle bien d'objets destinés à être utilisés dans le cadre de pratiques particulières et conçus et organisés pour mettre en forme des savoirs, voire des productions culturelles. C'était intéressant quand Yvan Martin, ce matin, justement, disait il y a le code, il y a le nombre derrière, il ne faut pas oublier ça d'ailleurs, ce qui fait que les dispositifs numériques sont aussi des dispositifs d'abord scientifiques. Et puis, je crois que c'était Sébastien Pursan qui disait c'est intéressant parce que il n'y a pas un accès au savoir qui est comme ça direct, il y a toujours une représentation du savoir. Et à chaque dispositif correspond une représentation particulière du savoir. Il ne faut pas oublier justement que les dispositifs mettent en forme les savoirs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu qu'il y a des dispositifs qui ont des histoires. On a parlé tout à l'heure de la question de l'écran. D'abord, les dispositifs, ils se donnaient à voir énormes comme ils étaient, avec des écrans. Plus ils étaient gros, plus ils étaient techniques. Puis maintenant, justement, plus ils sont technologiques, moins il faut les voir. Donc il y a une histoire de la matérialité de ces objets qui est intéressante. Et puis, ce que je trouve qui est ressorti aussi pas mal, c'est que finalement, ces objets aujourd'hui, tels qu'on en a parlé, c'est presque des objets non finis. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas un dispositif technologique en tant qui prend sens dans une situation particulière, spécifique, dans un musée qui fait une exposition sur telle et telle chose, mais au contraire, l'aboutissement, c'est son côté générique, la circulation possible, le fait que tel dispositif ou telle application va pouvoir ensuite prendre sens dans un autre musée, dans une autre expo. Donc il y a un peu ce côté de cet objet, non fini, c'est pas le bon terme, en tout cas qui va pouvoir circuler. Culture numérique donc à partager et à définir. Alors médiation, rapidement, tous ces dispositifs, quand on dit qu'ils servent des objectifs de médiation, c'est qu'ils se situent en fait comme des tiers dans une relation entre visiteurs, objets et savoir. Savoir, contenu, c'est peut-être pas forcément la même chose. Et ils sont censés donc aider les visiteurs à appréhender des lieux, la science et le musée. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure Nathalie Cornito disait à quel point il y avait une médiation humaine qui était importante avec le numérique qui se présente lui-même comme une médiation. Moi-même j'ai pu voir en fait à quel point il y avait dans certains cas des tutoriels, pour utiliser un terme un peu barbare, qui étaient extrêmement compliqués. Il fallait prendre beaucoup de temps pour expliquer les modes d'emploi et ensuite pouvoir se servir. Et quand on est justement à l'heure où le mot intuitif est tellement fort et tellement important, c'est intéressant de voir que cette question de la médiation, elle n'est pas complètement réglée. Usage et réception, quand on parle d'usage et de réception, on parle un peu de trois choses. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. D'abord, on parle de l'utilisation de ces objets, donc la façon dont les visiteurs très concrètement se saisissent de ces objets. Mais on parle aussi de la rencontre entre un projet précis. Donc, ça peut être connaître le propos d'une exposition, ça peut être découvrir un lieu, ça peut être aussi transmettre des connaissances à son groupe. Donc la rencontre entre un projet précis et l'utilisation de l'objet. Mais on parle aussi de représentation, et ça c'est important, de représentation sur ce qu'est la technique, ce qu'est un musée, ce qu'est la science et ce qu'est la technologie. Et puis, ce que je trouve intéressant dans l'usage et réception, on l'a entendu tout au long de la journée de façon plus ou moins... le statut qui était donné à ces figures, elle était différente. Il y a les figures de l'usage. On voit bien que les figures d'usage, elles sont anticipées par les concepteurs. Et puis, il y a celles qui circulent, qui sont hyper importantes dans les discours politiques, les discours promotionnels, les discours didactiques qui accompagnent ces technologies. On a parlé d'expérience utilisateur, c'est une sorte de truc comme ça qui est très très fort, qui est une sorte d'horizon un peu d'attente, aussi bien pour les concepteurs que pour les visiteurs. Parce que ça qui est intéressant, c'est que ces figures politiques qui circulent dans les discours, elles sont reprises par les visiteurs qui, quand ils disent, ils reprennent à leur compte en fait un vocabulaire qui ne révèle pas nécessairement la nature de l'expérience qu'ils ont eue, mais qui révèle le fait qu'ils ont une bonne connaissance des codes en vigueur, en tout cas du vocabulaire, de cette terminologie commune sur la techno. Les familles, tout à l'heure, Christophe a parlé de ces questions-là, ces figures, elles étaient hyper importantes. Tu disais que pendant tout le long du projet, en fait, ces différentes familles, elles ont guidé les projets. Donc ces figures d'usage, faire attention. Et on voit bien, dans le cas d'Audrey de Fretin, qui décrivait un projet qui montrait comment, en fait, le dispositif autour de Marie Curie, il avait aussi évolué en fonction des figures d'usage
qui avait évolué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réalise que l'usage peut être collectif, et ben, essaye d'anticiper ces formes d'usage collectif. Pratique de visite, il y en a beaucoup, donc j'essaie de me dépêcher un peu. Pratique de visite, voilà, moi ce que je trouve passionnant à étudier, et puis dès qu'on pense dispositif dans le cadre de pratique de visite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une pratique de visite, c'est une situation qui est à la fois toujours inédite. On ne sait jamais très bien, même quand on revient pour la deuxième fois dans une expo, on ne sait jamais très bien ce qu'on va rencontrer. Et en même temps, c'est une pratique culturelle. Donc elle est un peu chargée, pour ne pas dire plombée, avec une charge symbolique très forte, des normes, des conventions qui circulent là encore dans les discours politiques, idéologiques. Le terme d'après, alors oui, récit, j'ai oublié parce que j'ai suivi, j'ai actualisé. Récit storytelling, j'ai été très étonnée de voir à quel point en fait on a parlé toute la journée de récit, de storytelling, et Émilie en a parlé particulièrement. Alors, on en a parlé de façon différente. Parfois, c'était pour parler de la construction d'histoires. On va déborder un lieu, un dispositif, et on va créer du lien avec des territoires. Ou alors, storytelling, dans le cadre de créer des histoires pour faire durer le dispositif au-delà de l'expérience de visite. Mais en tout cas, ça apparaît comme un format éditorial, comme un format qui renouvelle la question des savoirs. On l'a dit tout à l'heure, Christophe Chavarmont a rappelé cette question-là, qui est qu'à partir du moment où on retravaille les contenus scientifiques pour créer une histoire, ben, on est dans une production nouvelle de savoir. J'y reviendrai sur cette question-là. Mais en tout cas, voilà, l'importance de ce terme. L'usage pratique physique, alors visiteur, juste pour revenir, il y a eu un long débat, donc on en a dit déjà pas mal de choses, mais c'est intéressant parce que, bah, voilà, on postule, ça fait partie de ces figures, non pas d'usage, mais figures d'usager. On postule un visiteur, des visiteurs, il y en a plein, il y a le public, le large public, bah, ça fait la sociologie du public, voilà, a déjà depuis longtemps travaillé sur ces questions de segmentation. Il a une identité multiple, en effet, il jongle avec ses identités, il est incohérent, comme disait Marie-Sylvie, c'est intéressant parce que moi, ça aussi, je l'ai beaucoup vu et on en reparlera. Il disqualifie très souvent tout ce qui est ludique, et le numérique est associé au ludique, et il le disqualifie en disant mais non, moi, je m'attends à apprendre des choses, et l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a finalement un rapport au savoir extrêmement normé et revendiqué comme étant un peu le bénéfice roi. Mais en même temps, il s'est beaucoup amusé et il a passé du très bon temps. Et il y a des véritables bénéfices cognitifs, mais qui ne sont pas forcément cités comme étant les bénéfices importants. Donc c'est intéressant de voir que ce visiteur, en effet, il est souvent incohérent. Juste pour finir, ce qui est intéressant sur cette question du profiling, qui est donc une injonction et un besoin pour les institutions, il faut faire attention, parce que ça ne sert à rien de profiler, ou je ne sais pas quel est le terme, si on ne sait pas pourquoi il vient, ce visiteur. Est-ce qu'on se demande pourquoi il faut faire venir les jeunes au musée? Est-ce qu'on se demande pourquoi on veut sensibiliser les gens qui ne viennent pas dans le musée? Bien sûr, c'est un peu provoque de dire des choses comme ça, c'est peut-être un peu bête. C'est intéressant d'aller chercher, d'aller voir ces publics. Mais ensuite, comment on assume, sur le temps long, de les faire rester? Et, ou en tout cas, même, je ne sais plus qui disait exactement, c'était Sébastien Cursan qui disait, à un moment donné, on va apporter des contenus à des publics qui ne viendront pas. De toute façon, ils ne viendront pas. C'est pas inintéressant, mais ok, ils ne viendront pas, on les sensibilise à quelque chose, mais comment on fait durer cette expérience? Comment on la qualifie? Qu'est-ce qui se passe là exactement? Et puis juste pour finir avec ça, ce que moi je trouve intéressant, quel a été le grand résultat que moi j'ai tiré des études en sciences de l'information et de la communication sur le public, c'est qu'il y a souvent en fait une dissymétrie des rôles qui est complètement assumée. Dès lors qu'on est dans des institutions culturelles, les visiteurs sont tout à fait prédisposés et ravis de jouer le rôle, excusez-moi je vais parler un peu violent, mais jouer le rôle du con, en se disant j'ai tout à apprendre et j'ai tout à jouer. C'est un rôle qui est assumé et qui n'est absolument pas... on s'est longtemps battu, et c'était une très bonne chose de se battre contre une position de l'institution qui était autoritaire, qui transmettait un savoir, etc. Et je ne doute pas du fait qu'il y a encore des équipes de conception avec des conservateurs ou avec des responsables scientifiques qui sont dans un rapport au savoir. Il n'y a qu'à voir les débats sur la vulgarisation, mais qui sont dans un rapport au savoir qui est extrêmement têtu. Ça n'empêche que dans une institution culturelle, il y a une confiance très importante qui est de la part des visiteurs envers le savoir qui peut être dispensé, envers le type d'expérience qu'il peut y avoir, et ce rapport, ces rôles d'ignorant et de savant est parfois revendiqué par le visiteur. Terminologie sur laquelle on peut revenir quand vous le voulez tout à l'heure, puis vulgarisation, tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça en fait de vulgarisation aujourd'hui, et j'essayais de voir un peu à travers tous les discours quels étaient un peu les modèles à l'œuvre dans les types d'expériences. Est-ce que c'est de la médiation des savoirs? Est-ce que c'est de la socialisation du savoir?
Est-ce que c'est la publicisation, la traduction? Enfin, là, il y a différents paradigmes, pour utiliser encore un mot barbare. Et donc, je trouve que c'est intéressant, parce que quand on pose la question du numérique par rapport à la vulgarisation, est-ce que voilà, la vulgarisation, on se dit, il y a un droit au savoir, les gens doivent, enfin la société doit connaître les savoirs scientifiques, elle doit pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que quand on introduit du numérique dans ces endroits-là, est-ce que c'est aussi le droit au savoir qu'on rend, du coup, on se dit on va faciliter les choses, ou est-ce que c'est pas le spectacle, justement, de cette réflexivité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la science qui se met en scène pour les scientifiques avant même d'être quelque chose qu'on donne au public, parce que les gens ont tellement besoin de savoir les questions scientifiques. Alors, premier enjeu, pardon, je reviens sur ma photo, ça c'est deux photos qui sont deux photos de projets sur lesquels j'ai bossé, donc un jeu avec des puces RFID au musée des arts et métiers, au musée patrimonial des sciences et techniques, exactement la même chose, en tout cas voilà, l'enjeu principal c'était la question des objets. Alors, 4 enjeux que je note un peu par rapport à cette journée. D'abord, et pour rebondir sur ce que disait Nathalie Candito, ce que vous avez en fait beaucoup tous dit sur la question des pratiques qui sont très hétérogènes, il y a un véritable enjeu qui est la convergence interdisciplinaire. Dans tous les projets, beaucoup de projets, à commencer par Ludovic Madioni, on a parlé de projets dans lesquels il y avait des rencontres entre des acteurs différents, l'INRIA, Erasme, et donc souvent produire un dispositif numérique, c'est ouvrir un espace de rencontre entre différents acteurs, même si ces espaces ils ont différents formats, c'est-à-dire projet de recherche, commande, prestation de services. Et donc, forcément, c'est des acteurs qui ont leurs problématiques propres, qui ont leur intérêt propre. Et donc, il y a un questionnement là qui est important sur cette chaîne d'acteurs et sur les conditions de leur coopération ou de leur convergence, pour utiliser un terme plutôt positif. Alors, justement, du coup, ces lieux, ça peut vraiment être des espaces qui interrogent chacune des disciplines. Je reprends une phrase de Laurent Chicoineau qui disait « La confrontation d'un artiste, dans le cas d'un travail entre artistes et ingénieurs, oblige d'envisager ses propres connaissances et ses pratiques scientifiques sous un autre angle, et ce décalage il produit une réflexivité. Et cette réflexivité, évidemment, elle peut être féconde. Ce que je remarque, c'est qu'il y a 3 éléments qui cristallisent un peu ce travail réflexif dans cette rencontre. D'abord, il y a une mise à plat des représentations de la techno, héritée bien souvent des discours politiques, des programmes de recherche, la dématérialisation, il faut absolument qu'elles disparaissent, ces technos. Ça devient des technos évanescentes parfois, c'est peut-être un peu problématique d'ailleurs. Genre intelligence ambiante, tout est caché. Est-ce que vraiment on a envie que tout soit caché? Je ne sais pas. La figure de l'usager qui est un peu réitérée aussi, c'est-à-dire que la technologie répondrait à des besoins qu'il aurait nécessairement. Peut-être qu'est-ce qu'il en a vraiment des besoins? J'ouvre juste des questions comme ça. Et puis une autre chose qui est, donc ça c'est voilà, mettre un peu à plat sa présentation, se créer un vocabulaire commun. On revient toujours sur cette question de la culture numérique qu'il faudrait partager. Et puis, troisième chose, qualifier un dispositif numérique. Je ne sais pas, peut-être que là on peut avoir des retours d'expérience quand vous avez travaillé avec des acteurs différents. Est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné ce problème, et du coup quand il y a une solution c'est assez riche, qui est comment on qualifie ce dispositif? Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Avant d'arriver au terme table multitouch, et en plus c'est un terme peut-être un peu barbare, comment on dit? C'est un outil de lecture? C'est un outil d'écriture? C'est un outil de partage? De quoi il s'agit exactement? Et là, ce qui est donc, du coup intéressant, c'est le rôle des médiateurs, parce que d'abord on a envie de les qualifier, on a envie qu'eux puissent qualifier le dispositif, s'ils se qualifient, se l'approprient, pour utiliser encore un autre terme de la journée. Et le rôle des médiateurs, là c'est intéressant, parce que dans le cas justement de Bing, que je vais présenter tout à l'heure, ils étaient un peu auteurs, donc là on voit comment cette appropriation elle passe par un outil où on va aussi avoir à produire pour pouvoir avancer. Bref, peut-être que justement le partage de cette culture, elle passe par la capacité à un moment donné écrire quelque chose sur l'objet. Bref. Troisième point, le statut en fait du centre. Moi, ce que je trouve intéressant, alors là peut-être j'ai du centre de culture scientifique et technique, plus généralement de ces espaces de sciences. Je trouve que ce que vous avez montré, c'est que l'insertion de ces dispositifs, il met au travail le statut et la spécificité de ces lieux. En fait. Alors évidemment, on revient un peu à la mission du musée de sciences,
Au départ, c'est bien mettre en forme et mettre en circulation des savoirs, soit dans le cadre d'une vulgarisation, clairement affichée comme objectif, soit quand il s'agit de patrimonialisation, voilà, d'accompagner des objets. Et c'est vrai que les CCSTI, historiquement, il y a des plus spécialistes que moi, donc vous me direz si j'ai tort, ont comme spécificité d'ancrer la culture scientifique dans une certaine actualité, en plus scientifique, et dans le vécu du visiteur. On a parlé de centrer l'expérience, expérience de visite toujours, donc plus dans le vécu du visiteur que dans le patrimoine. Et donc là c'est intéressant parce que du coup l'intrusion ou l'insertion des technologies est un peu comme la preuve qu'on est dans son temps, c'est-à-dire qu'on présente des technologies qui sont elles-mêmes l'avancée technique et technologique du moment. Donc ça permet d'introduire une légitimation intrinsèque à la diffusion de la science. Mais alors du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un des enjeux là, c'est vraiment définir la position octoriale, donc comment l'institution, que ce soit le centre, le musée, se définit en tant qu'auteur par rapport à ces dispositifs. Et qu'est-ce qui l'engage du rapport aux sciences et techniques. Est-ce qu'il s'agit d'accompagner une politique générale de promotion de l'innovation? On a vu plein d'intervenants aujourd'hui qui ont parlé d'injonction. Cette injonction, ça a l'air de peser quand même. C'est vrai, il y a des programmes politiques. L'innovation, c'est une question qui est extrêmement politique. Donc, est-ce qu'il s'agit d'accompagner une politique générale de l'innovation avec des discours prophétiques, un peu enthousiastes, pour ne pas dire euphoriques, ou est-ce qu'il s'agit de favoriser le débat critique à propos des relations entre science et société? Et là, je reprends une analyse de Florence Bellain qui montre qu'il ne faut pas sous-estimer du tout pour ces espaces la tension croissante entre des établissements qui sont à la fois des espaces canoniques et historiques de la vulgarisation, mais aussi des espaces touristiques, et puis des espaces de programmation de spectacles mobilisant les hautes technologies. Donc il y a un peu une tension entre ces différents statuts. Ce que je trouve intéressant ce matin, justement, j'essaye de voir, parce que Yves Armand-Martin avait parlé de ce lieu de co-création. Oui, on disait que l'originalité, elle est sur la règle du jeu qui est formulée par l'institution. Je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il disait ce matin. Il disait en gros, suite à une question de Marie-Sylvie Poli, qui disait mais est-ce que si on propose aux visiteurs d'intervenir comme ça, on ne va pas tomber sur des formats un peu standardisés d'exposition et on oublie l'originalité, la spécificité d'un créateur qui propose quelque chose, un objet qui est justement, qui a une force culturelle, c'est son métier. Et il a répondu, mais quelque part, l'originalité, ce que l'institution a à faire maintenant, c'est de travailler sur la règle du jeu, de fournir une règle du jeu, certes extrêmement finie et originale, où peut s'exprimer toute l'originalité des concepteurs et des conservateurs, mais ensuite, aux visiteurs, de jouer avec cette règle du jeu. Et je trouvais ça intéressant dans le déplacement, du coup, du statut du centre scientifique et technique. Évidemment, ça pose une question sur la production des savoirs. Et là aussi, des questions qui ont été abordées aujourd'hui sur ces savoirs, finalement, c'est quoi notre rôle quand il y a une concurrence avec Internet, qu'on a accès à ces savoirs. C'est peut-être pas exactement les mêmes savoirs. On parlait tout à l'heure de mise en forme de savoir. Il y a une mise en forme qui est complètement différente dans une borne, sur Internet, donc c'est pas la même chose. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu évident par rapport à cette prise de position dont on parlait, qui questionne le paradigme de la vulgarisation, c'est-à-dire le rapport au savoir scientifique et technique. Donc, il y a de plus en plus d'établissements qui cherchent l'hybridation des genres, l'ouverture des savoirs, et il y a une prise de distance. On pourrait croire qu'il y a une prise de distance par rapport à un objectif de vulgarisation. On multiplie les regards, on fait dialoguer les approches. C'est vrai que les récentes études montrent que ce qui est à la fois un propos de la part d'institutions et qui est extrêmement bien reçu du côté du public, c'est de proposer un propos sur la relation entre science et société. On ne naturalise plus la science comme étant un fait établi, mais on la pose comme étant un point de vue. Elle est construite grâce à des outils qui restent des outils et qui permettent de voir la réalité d'une certaine façon, on pourrait la voir d'une autre façon. Et ce qu'on attend du musée, en tant qu'institution de confiance et institution légitime, c'est d'expliquer un petit peu justement qu'il y a des points de vue et qui peuvent se confronter. Alors, attention là aussi, plusieurs choses. Moi, mon expérience personnelle a été forte par rapport à ça, mais je trouve qu'on en a bien parlé aujourd'hui. Le rapport au savoir, il est questionné, en effet, quand il y a des véritables transformations, des modèles, en tout cas, ou des statuts communicationnels de savoir, et pas seulement quand il y a juste l'apparition de nouveaux formats. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un serious game que le savoir il est modifié et qu'il y a en effet une
travail sur le contenu. C'était intéressant de voir que Émilie justement disait tout à l'heure, l'originalité du dispositif, elle ne tient pas tant à la techno qui est présentée qu'au lien en fait avec ce livret, avec la question du récit. Roland Topalian disait aussi il faut faire attention à ces messages qui sont parfois pollués par justement des intentions marketing de séduire et tout, et je rebondis du coup sur une chose que disait Sophie Leduc, qui est une perspective, je pense, assez importante, qui est qu'il faut bien penser, enfin, en tout cas elle le disait, quand on réfléchit à une conception et quand ensuite on essaye d'anticiper la circulation d'un dispositif ou d'une application, de bien penser le rapport entre techno, spécificité de la technologie. Le RFID ne permet pas la même chose qu'un autre type de réseau ad hoc ou que le tactile, etc. Penser la spécificité de la techno et le type de contenu. Le type de savoir, le type de contenu qui va pouvoir être intelligemment porté par la techno. Juste un petit détail pour vous dire que ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il y a vraiment une porosité de ces questionnements, cette dimension en fait, cette dimension sociale des savoirs scientifiques, elle reflète aussi un changement par rapport à la production de savoir dans la recherche elle-même, enfin, et le fait de travailler avec des universitaires pour les musées, ça ne bénéficie pas seulement au centre de sciences et au musée. Il y a aussi du coup un véritable travail universitaire sur la production de ces savoirs. Et je trouve que l'utilisation récurrente du mot de lab, de laboratoire, qui vient du monde de la recherche, avec aussi, attention, c'est des lieux historiques, hein, le laboratoire, il y en a plein des lieux de la recherche. Choisir ce terme-là, c'est pas anodin, mais c'est pas le débat ici. Mais le fait d'utiliser ce terme, ça montre bien qu'il y a une circulation des objets scientifiques maintenant, que la recherche doit aussi assumer, c'est qu'il n'y a plus des mondes, la science pour la science, l'art pour l'art, mais il faut au contraire comprendre la circulation de ces objets scientifiques entre différents espaces hybrides. Bref, je ne sais pas si c'est une perspective ou si je me mets à être dans l'injonction, mais... Alors, deuxième enjeu, je vais essayer d'aller suite, là plutôt du côté des usages et réception. Alors je vous avoue que j'en ai profité aussi pour mettre moi des résultats sur lesquels j'avais travaillé, mais je pense qu'on se croise pas mal. D'abord, il y a une chose qui est revenue pas mal et qui est très intéressante, qui est la question de la familiarité avec l'institution muséale, qu'elle soit centre de sciences et techniques ou musée de sciences. Toutes les enquêtes montrent généralement qu'il y a une disposition favorable envers les médiations innovantes qui est liée à la confiance accordée au musée ou au centre de sciences. Et ça, Roland Topalian en a bien parlé tout à l'heure quand il disait attention à l'institution, il y a une attente qu'elle protège l'intrusion numérique dans le parcours et puis l'usage commercial des données qui sont récupérées. Et pour autant, il y a une grande confiance, mais pour autant, il y a des attentes très fortes concernant la qualité de l'explicitation ou de ce qui va être proposé par un dispositif. Émilie, tout à l'heure, a parlé de lucidité. C'est vrai qu'il y a une grande lucidité, et on voit, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes de public qui montraient que c'est terrible, et Roland Topalian disait dans Matière première, 3 dispositifs qui n'avaient pas d'enjeu, pas d'intention de médiation, et les visiteurs l'ont tout de suite vu. Et moi j'ai pu voir dans différentes enquêtes à quel point quand un objet est un gadget, il est rejeté, mais d'une force qui est assez intéressante pour être mentionnée. Donc on voit, oui, je disais, Topalian tout à l'heure utilisait le joli terme d'otage, c'est-à-dire que le visiteur se sent otage quand on lui propose un dispositif où il n'y a pas, une qualité de contenu de médiation. Il y a des représentations, on parlait tout à l'heure de culture numérique auprès des concepteurs, mais il y a des représentations extrêmement importantes à prendre en compte du côté des visiteurs. Ce qui est génial, c'est que parfois, c'est des représentations qui sont complètement farfelues, à savoir, dès qu'il y a un truc qui clignote, c'est un GPS. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe vraiment dans le dispositif qu'on propose aux gens, mais cette culture, j'ai pas envie de dire numérique, j'ai presque envie de dire médiatique, elle est très importante à prendre en compte, parce qu'elle guide l'usage. Elle guide l'usage et même elle norme l'usage. Et je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure au début, il y a des représentations qui concernent bien l'usage qu'on est censé faire, et c'est la disqualification du ludique. Là, je pense plutôt à un résultat dans les musées d'art. Je dois avouer que ça concerne des visiteurs plutôt dans les musées patrimoniaux, qui disqualifient tout de suite des dispositifs qui sont jugés être trop ludiques, et en même temps, ils vous disent j'ai rien appris, mais j'ai vu le tableau différemment. Bah, excuse-moi, si tu as vu le tableau différemment, c'est quand même super. Donc ces représentations, voilà, moi je suis
puis j'aime bien travailler sur ces, enfin, on a vu tout à l'heure ces représentations, l'immersion, l'intuitif, le réflexif, l'interactif, c'est des représentations que les visiteurs reprennent à leur compte. Et ce que je vous disais tout à l'heure, et j'exhorte parce qu'on en discute souvent avec des collègues, c'est pas parce que ces représentations sont reprises par les visiteurs que du coup ça veut dire qu'ils ont trouvé que c'était interactif, immersif, réflexif et patatif et patata. C'est juste parce qu'ils font état d'une bonne connaissance des règles en vigueur, on va dire, en tout cas de la terminologie commune sur ces objets. Le statut du dispositif dans la visite. On voit, et ça ressort dans plusieurs cas, dans plusieurs récits et témoignages d'enquête, que les visiteurs attendent qu'on leur explique comment on utilise les outils et pourquoi il faut les utiliser. Ça paraît complètement bête parce que tout le monde ici va se dire mais bien sûr qu'on sait pourquoi on a mis des dispositifs numériques dans nos espaces. Ça n'empêche que c'est pas toujours si clair et qu'on voit souvent dans les enquêtes que c'est bien de comprendre l'utilisation d'un outil mais aussi son utilité. Donc il y a vraiment l'attente d'un triple guidage. On parle de triple guidage. Un guidage sur l'utilisation des technos, comment on fait marcher le truc, comment on accède aux infos. Un guidage vers les contenus, comment ils sont organisés ces contenus, et puis un guidage, ça je trouve que c'est assez important et fort, sur la façon dont les concepteurs ont souhaité voir les visiteurs accéder au contenu. C'est le fameux contrat de communication dont parlait Roland tout à l'heure. Il y a une sensibilité au statut, à l'importance de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet objet-là dans la visite. Pas seulement à ce moment-là, mais plus généralement dans la visite, et peut-être même plus généralement dans mon rapport à la culture. Qu'est-ce que ça m'apporte dans la construction d'un rapport à la science, à la culture scientifique et technique, etc. Et on voit que là, il y a un truc intéressant aussi qui est revenu plusieurs fois, qui est l'attente du rôle de ce dispositif avant et après. Sophie Leduc en parlait tout à l'heure, et puis ça a été repris plusieurs fois. Yves Armel-Martin parlait ce matin de 25% de joueurs qui jouent 55 minutes après. Peut-être que le jeu était très beau, et qu'on avait envie de continuer à jouer parce que c'était très beau. Mais peut-être aussi qu'on a envie d'exporter une activité qui est culturelle, pas seulement sur le lieu de visite, mais qui continue de l'être aussi après. L'usage collectif, troisième point. Là aussi, on en a beaucoup parlé. La pratique de visite, c'est majoritairement collectif. C'est pas évidemment un visiteur tout seul, désincarné, mais aussi qui vient avec des amis ou en famille. Et on voit que quelle que soit l'unité de visite, il y a une attente qui a été soulevée, qui est que l'utilisation du dispositif ne doit pas isoler l'utilisateur. Donc là, il y a trois désirs. Souvent, savoir comment utiliser le dispositif, donc on regarde les autres pour voir comment faire. Une création de sociabilité, voilà, c'est sympathique quand on voit les autres, quand ça se passe bien, mais surtout, ce qui a été mentionné par Christophe Chappardon et par Yves Armel-Martin ce matin, avec le cas, dans le cas des familles à Toulouse et puis dans le cas de Navinum ce matin, c'est qu'il y a une attente qui est un partage de rôle. Qui est très important, c'est-à-dire, même si les membres d'un même groupe n'ont pas forcément les mêmes projets de visite, ils ne mobilisent pas forcément les mêmes ressources, et ils ne vont pas faire forcément la même chose avec le dispositif, ils attendent qu'à un moment donné, il y ait une conciliation de ces différents objectifs pour avoir une expérience dans laquelle il y a un partage de rôle qui va être gratifiant. À savoir, peut-être que les parents souhaiteraient avoir des informations pour pouvoir répondre à leurs enfants à un moment donné, et puis les enfants attendent un moment de retour où ils peuvent un peu briller en montrant ce qu'ils ont fait et dont ils peuvent être un peu fiers. Bref. L'importance donc de l'usage collectif. 3 points encore, les 3 derniers points. Le corps, on en a parlé ce matin dans la question de l'enchantement. On en a parlé dans la question de l'enchantement, il y a un rapport un peu ambigu à ces technologies qui doivent être un peu dématérialisées, qu'on ne doit pas voir, et en même temps qu'on veut toucher. On a un rapport intuitif, mais en même temps il faut qu'on les interprète. Donc là il y a un peu une ambiguïté sur cette injonction à avoir un rapport au corps qui est un peu immédiat, un peu comme ça, et en même temps cette conscience qu'il y a vraiment un rapport plastique aux objets qui est très important. Et que la question de la manipulation, elle est importante. Là, je vous cite juste un résultat d'enquête qui montrait au musée des Arts et Métiers que plus la manipulation, en fait, plus le dispositif était jugé confortable, plus il engageait tout le corps, et plus il engageait de manipulation, plus les utilisateurs trouvaient qu'il y avait du divertissement et de la découverte de contenu en même temps.
passe au deuxième point qui est la médiation spatiale. La relation entre les dispositifs et l'espace d'exposition, c'est vrai qu'il joue un rôle très important dans l'usage des dispositifs. Roland Topalan n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je me rappelle d'une des premières études sur Visite Plus qui montrait que le dispositif avait été très peu utilisé. Alors il était très embêté parce qu'il ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, ça avait été juste très mal signalé et on ne l'avait pas vu ce dispositif. Ça paraît tout bête, mais c'est quand même extrêmement important. Et dans l'exposition, qui est précisément un média de l'espace et du temps, la question du cheminement jusqu'au dispositif, ou en tout cas le rendre visible dans un espace plus large dans lequel il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments qui vont aussi interagir avec lui, elle est extrêmement importante. Et puis, comme le disait encore une fois ce matin Yves Armel, Martin, ça peut être précieux pour signaler des temps différents, c'est-à-dire des temps où on est dans l'interaction avec le dispositif, et puis ensuite un temps, pour ne pas dire un espace d'après, où on est dans la prise de recul. Et cette prise de recul, il le disait lui-même ce matin, c'est important pour revenir sur l'expérience qu'on a eue et intégrer peut-être des savoirs, ou en tout cas être dans la réflexivité. Les bénéfices, on n'a pas tant parlé que ça des bénéfices, mais le principal bénéfice qui ressort un peu, j'ai l'impression, de ce questionnement, en tout cas aujourd'hui, que ce soit en anticipant un usager qui aurait des bénéfices ou que ce soit des retours d'études, c'est cette question vraiment de l'accompagnement à une mise en contexte, une mise en culture de la science, et quelles que soient les sciences dont on a parlé aujourd'hui, et donc qui est permis par des dispositifs qui certes permettent bien quelque chose qui est vraiment la variété des points de vue et des formats de l'information délivrée. Et donc voilà, donc, juste cette demande sociale pour un discours en fait problématisé sur des sujets de science, elle est, je pense, le véritable bénéfice dans l'usage des technologies, que ce soit avant, pendant ou après la visite. J'ai terminé, et je vous remercie, et je vous montre juste une image qui est très sympathique. Je travaille en ce moment sur les architectures distribuées et sur tout ce qui est en fait ondes radio, on va dire, à distance. Et ça, c'est un très joli projet de recherche universitaire avec une designer qui travaille avec des scientifiques, qui a dû se coller tous les explications sur ce que c'était qu'une onde, un signal, le traitement du signal, etc. Et elle a produit ce joli document, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est en fait une sorte d'encyclopédie des ondes radio. Ça s'appelle Tangible Interaction, c'était le projet de recherche. Et donc elle a matérialisé, elle a figuré, si on peut dire, le Wi-Fi, le Zigbee, le RFID, le Bluetooth. Et je trouve que, voilà, on parle de vulgarisation, on parle de convergence et en même temps d'interdisciplinarité et de différentes formes. Et voilà, c'était juste une petite image poétique pour terminer cette intervention. Merci.